Pour la France insoumise. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs et collègues, aucun régime politique durable ne s'imposa jamais dans le cœur des peuples par la force, mais toujours par l'amour de ses principes. Un grand républicain, dont la statue non loin d'ici, à Odéon, disait « Les peuples n'aiment pas les missionnaires armés ». C'était Danton. Alors oui, tout républicain doit agir constamment pour faire aimer la République et ses principes fondateurs. Cette tâche de conviction, on disait autrefois de vertu républicaine, ne peut pas être une succession de vexations et de suspicions envers certains de nos concitoyens et leurs associations cultuelles, au nom de prétendus liens ou d'une complaisance jamais finalement démontrée avec des actes terroristes que tous ont toujours condamnés publiquement. Oui, monsieur le ministre, nous avons amené un combat idéologique, vous l'avez dit ce matin, mais seules des idées de progrès, de justice peuvent l'emporter sur d'autres idées. Et où est la recherche de l'adhésion aux citoyens, qui devrait passer par le renforcement de droits acquis ou l'acquisition de nouveaux droits, quand l'examen de votre texte démontre qu'un tiers des articles renforce des dispositifs de contrôle et un quart définissent essentiellement des peines d'emprisonnement? Où est le grand texte de liberté dont certains orateurs ont vanté les mérites depuis une demi-heure, une heure? Étrange paradoxe, rarement nos gouvernements successifs ne se sont autant réclamés jusqu'à l'ivresse des mots de la République et la laïcité, mais jamais leurs politiques ne s'en sont autant éloignés. Car si la République a de vrais ennemis armés, notamment ceux qui l'attaquent au nom, dernièrement, d'un islamisme politique violent ou obscurantiste, mais ils ne sont pas les seuls à s'armer contre la République. L'extrême droite aussi veille. La République a aussi de faux amis qui ne cessent de parler d'elle bruyamment en son nom, mais qui la détruisent de l'intérieur depuis des années, notamment au nom de politiques ultralibérales qui creusent les inégalités sociales et font douter de la République. La nature a horreur du vide. Il en est de même en politique. Et quand la République recule, ce vide politique et social laissé se remplit progressivement d'autres règles, parfois issues de coutumes et de traditions rassurantes, parfois faites de solidarité locale, mais parfois exaltant des particularismes identitaires ou religieux qui ne bâtissent plus du commun, mais enferment les citoyens dans des identités irréductibles. Gardons-nous néanmoins d'être simplistes. La pauvreté et la relégation sociale, ces particularismes plus subis que voulus, comme disait la commission Stasi en 2003, ne sont pas des explications suffisantes pour comprendre les dynamiques psychologiques qui entraînent qu'un homme devenu ivre de fanatisme religieux assassine la rédaction d'un journal satirique, les clients d'un commerce cachère, un enseignant décapité, des fidèles égorgés dans une église. Mais c'est vous qui, dans l'exposé des motifs de ce texte, avez fait un lien discutable entre des pratiques confessionnelles rigoristes et les attentats qui nous ont endeuillés. Parce que le débat qui s'ouvre ne doit pas être l'occasion d'un grand déversoir de haine qui ne ferait que disloquer davantage notre nation, il faut préciser les mots. Quels sont les principes républicains que vous voulez voir respectés? Finalement, ils sont assez simples. Ils se trouvent dans notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Ou pour dire la même chose, avec les mots compris dans notre Constitution, notamment depuis 1946, une république démocratique, laïque et sociale. Ces trois principes avancent ensemble. C'est toute l'histoire de notre pays qui en témoigne. Vous oubliez un seul de ces principes, dès lors les deux autres n'ont plus aucun sens. Alors, collègues d'En Marche, êtes-vous vraiment à l'aise? Pensez-vous que vous respectez ces trois principes depuis 2017? Où est la République démocratique? Où est la République démocratique quand le pouvoir se concentre comme jamais entre les mains d'un seul homme, quand nous traversons une crise sanitaire sans précédent et que les principales décisions sont prises par un homme ou un conseil de défense qui réunit des gens qui ne sont pour certains même pas élus? Où est la démocratie quand nous nous habituons à ce que 25 ou seulement 30% de nos concitoyens viennent voter lors des élections intermédiaires et que vous, nous, moi-même,
Nous ne représentons plus ici que seulement 20% des électeurs inscrits de nos circonscriptions et que la grande majorité de nos concitoyens ne votent plus pour nous. Il y a là un problème démocratique qui mine la République et ses principes. Où est la République sociale quand nous en sommes désormais à presque 10 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté, 15% de la population? Comment oser donner des leçons de République quand on laisse se développer ce fléau qui est profondément anti-républicain? Enfin, où est la République laïque? Condition de la liberté de conscience, du droit de croire et de ne pas croire, la garantit la liberté de culte, mais aussi la liberté de critiquer les cultes. La laïcité, après des siècles d'alliances néfastes entre le pouvoir temporel et spirituel, entre le sabre et le goupillon, comme on disait, est donc une stricte séparation de l'État, chose commune à tous, et des églises. Clin d'œil de l'histoire, l'acte de naissance de laïcité est un acte de séparatisme. L'État doit veiller à assurer sa neutralité, comme celle de ses représentants et aussi de ses élus, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais elle doit laisser les citoyens tranquilles qui, eux, n'ont pas à respecter les principes de neutralité. La laïcité n'est ni l'athéisme, ni l'anticléricalisme d'État. Attitude encore plus odieuse quand il y a des prétextes d'acharnement, parfois au nom de la laïcité mal comprise, envers un culte, mais de la complaisance envers d'autres. L'État républicain n'a à financer aucun culte. Ces grands principes sont-ils actuellement respectés? Hélas, non. Où est la grande promesse de 1905? Hélas, piétinée. Votre laïcité est souvent à géométrie variable, ce qui ne la rend ni compréhensible ni convaincante aux yeux de millions de nos concitoyens. Voilà le paradoxe que vous représentez. Vous appelez à des respects de principes républicains dans les intitulés de votre projet de loi, mais vous les piétinez ou les laissez piétiner par vos politiques économiques et sociales, et vous avez souvent une claire incompréhension de ce qu'est la laïcité. Votre texte n'est finalement qu'un mélange confus de mesures d'un état d'esprit entre affichage et fichage. Votre texte est prolixe sur certains points, déjà souvent interdits par la loi, sans s'interroger pourquoi ces pratiques que nous condamnons tous, malgré le fait qu'elles soient interdites par la loi, se développent encore. D'ailleurs, au passage, tous les collègues qui ont participé aux travaux des auditions de la commission spéciale restent sur leur faim en matière de chiffres, de faits partagés, de statistiques. Nous savons bien peu de choses sur ces phénomènes sur lesquels nous légiférons. Votre texte, ensuite, est silencieux et sans courage réel devant les problèmes terribles qui s'aggravent et qui remettent en cause le respect de nos principes républicains. Je les ai nommés pauvreté, chômage, dégradation des services publics, une école publique abîmée, une police sans moyens, des systèmes de transport bien souvent de faible qualité dans les quartiers populaires, notre hôpital et notre système de santé malmenés. Voilà ce qui remet en cause les principes républicains. On aurait pu s'interroger aussi, j'y reviendrai, sur pourquoi 100 000 enfants chaque année sortent du système scolaire sans aucune qualification. Pourquoi nous ne faisons rien pour s'interroger sur le devenir de 50 à 60 000, peut-être 80 000 enfants qui sont dans des familles qui ont des pratiques sectaires. Et nous n'avons pas donné les moyens véritablement à travers la Miviludes de comprendre ces phénomènes qui mettent en danger des enfants. Mais ensuite, ce texte est bien sûr suspicieux envers un culte et contre des associations cultuelles. J'ai nommé les musulmans. Et ce texte donne plus de pouvoir administratif sans passer par la justice. Je vais donner quelques exemples. Désormais, 100% des associations, je dis bien 100% des associations de ce pays, quelle que soit l'activité qu'elles font, sportives, culturelles, devront toutes respecter un contrat d'engagement républicain dont nous ne connaissons rien, si ce n'est qu'est arrivé depuis quelques heures un texte. Sera-t-il celui-là qui nous propose des choses tout de même assez étranges, un mélange soit de grandes généralités déjà comprises dans la loi et la loi de 1901, ou qui introduit aussi, je vais le citer, je ne sais pas si c'est ça qui sera retenu, parmi les engagements, il faudra s'abstenir d'un prosélytisme abusif. Je dois avouer, Madame la Ministre, que ça m'a laissé songeur. De deux choses l'une. Soit nous finançons avec de l'argent public des associations qui font prosélytisme, j'imagine dans votre esprit religieux, et moi je suis contre. Soit vous êtes prêt à tolérer que des associations cultuelles soient financées avec argent public, à condition que ça ne soit pas trop abusif. Avouez que tout ça est assez flou, j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi, alors que nous devrions aider le mouvement associatif, plutôt que de le montrer du doigt, c'est lui qui est souvent le dernier tissu et le réseau d'une existence républicaine et de liens entre les citoyens, pourquoi vouloir les contraindre à adopter une charte qui en vérité sera sans doute d'une efficacité douteuse? Mais surtout, les associations cultuelles seront davantage contrôlées et pour certaines, je dois dire suspectées.
Et cela visera essentiellement les associations chargées du culte musulman. Je m'inscris en faux vis-à-vis de ce qui a été dit tout à l'heure quand vous avez dit « ce texte s'en prend de la même façon à toutes les religions ». Ce n'est pas exact. Vous demandez aux associations qui désignent le ministre du culte de mettre en place un nouveau système d'organisation, notamment des instances collectives. Ne dites pas non, c'est la réalité. Et notamment, vous leur demandez, c'est votre dispositif dit anti-putsch. Vous demandez en quelque sorte, avec ce que je considère comme une forme de condescendance aux musulmans, de mieux s'organiser, d'organiser de manière démocratique. Exigence que vous n'avez pas vis-à-vis des autres cultes. C'est là le paradoxe. L'histoire nous montre qu'en 1905, face à la résistance du Vatican, évoquée tout à l'heure par le président Mélenchon, la République a trouvé un compromis. C'est les associations dites diocésaines en 1907, acceptées par l'Église catholique en 1923-1924. Que disent les associations diocésaines ? Le fait que précisément, et c'était là la crainte de l'Église catholique, la crainte d'un éclatement, c'était la crainte schismatique. Et nous avons accepté, et pourquoi pas, finalement, nous avions sans doute raison, que les associations diocésaines aient pour au-dessus d'elles, dans leur hiérarchie, l'évêque. Ce que je veux exprimer par là, c'est que l'esprit de 1905 est un rapport, cela a été dit par d'autres collègues avant, une vision libérale des religions, d'une libre organisation du culte. Pourquoi allons-nous donc demander à des associations cultuelles, au nom du fait qu'elles désigneraient leur ministre du culte, sous-entendu les associations musulmanes, mais aussi les protestants qui, au passage, se voient mis en cause, de s'organiser différemment? Pourquoi, une fois de plus, considérer qu'il y aurait une exigence démocratique à demander un culte, alors que, pour ma part, je n'exige rien comme fonctionnement démocratique à l'Église catholique? Et je suis même d'une école spirituelle qui amène à penser que les religions ne sont pas des démocraties. C'était même d'ailleurs ce que disait le Vatican à l'occasion du débat à la fin du XIXe siècle. Les associations cultuelles seront davantage contrôlées, je viens de le dire. Vous étendez ensuite des possibilités de dissolution administrative sans passer par la justice, ce qui nous pose fondamentalement un problème. Oui, parfois il faut dissoudre, oui, parfois il faut frapper, oui, parfois il faut condamner, mais c'est à la justice de le décider. Gare à ceux qui donnent plus de pouvoir administratif. C'est souvent la pente, en vérité, à des choses qui limitent les libertés publiques. Monsieur le garde des Sceaux n'est plus là, mais oui, c'est liberticide que donner toujours plus de pouvoir au préfet et toujours moins à la justice. Le garde des Sceaux, il n'est pas là. Eh bien, écoutez, on est rassurés alors. La loi de 1905 sera affaiblie. Quel étrange paradoxe! Vous vous réclamez de 1905. Je dois dire au passage que parfois vous ne manquez pas d'humour. Vous dites même que le président de la République est le premier défenseur de la laïcité. Vous l'avez dit ce matin dans une grande radio publique. Eh bien, je ne le crois pas. Et je dois dire que vous aurez beau vous réclamer d'Aristide, votre texte n'est pas brillant, si je puis me permettre, en matière de laïcité et de 1905. Parce que vous permettez justement à ce que la loi de 1905, et notamment l'article 19 de la loi, qui dit très clairement, je le cite, la loi en 1905, l'article 19 disait « Les associations cultuelles ont pour objet exclusivement l'exercice d'un culte ». Désormais, avec la possibilité des biens de rapport, les associations cultuelles n'auront plus pour seulement tâche exclusivement le culte, mais aussi l'administration de biens de rapport. Et je ne suis pas d'accord pour ma part avec cette évolution des associations cultuelles. Elles sont là pour le culte, pas pour gérer des bâtiments. Et je ne suis pas d'accord avec une évolution possible demain des associations cultuelles, à l'image de ce qui se passe en Amérique du Nord, où les associations cultuelles et les religions sont autant des business que véritablement un lieu où se retrouvent des croyants. Prenons garde à ça. C'est un débat qui a eu lieu en 1905 aussi. On appelait ça la crainte du pari de Pascal, où les religions allaient mettre la pression aux fidèles sur leur lit de mort afin qu'ils donnent aux églises. C'est déjà le cas, mais ne le permettons pas encore plus. Je sais que, monsieur le rapporteur, vous allez plafonner cela. Et si vous allez plafonner, c'est bien que vous, comme moi, nous partagez au moins la possibilité d'un risque, et vous avez raison. Nos amendements, pour notre part, ils veulent définir une république en actes. Pour beaucoup, vous nous avez interdit de pouvoir en discuter. À l'heure où je parle, je ne sais pas combien seront rejetés. Nous avons présenté 106, peut-être 30, 36 sont déjà rejetés. C'est bien dommage et c'est parfois totalement incompréhensible d'ailleurs. Totalement incompréhensible des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas discuter de certains de nos amendements, notamment tous ceux qui renforcent la mission de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, outil indispensable aujourd'hui pour lutter contre les dérives sectaires qui touchent près de 500 000 de nos concitoyens. Nous ne pourrons pas en discuter. Pourquoi ne pourrions-nous pas discuter qu'il faudrait punir plus sévèrement les maires qui ne respectent pas les obligations de logement? C'est le moment pour moi de parler du fait, tout à l'heure le président Lagarde l'évoquait, qu'il y a un grand absent dans ce texte.
C'est toute la dimension évoquée par le président de la République lors du discours des Mureaux. Il avait dénoncé la ghettoisation du pays. Ce séparatisme que nous avons nous-mêmes construit, disait-il. Il faisait écho à ce que notre Premier ministre, que je n'ai jamais porté dans mon cœur, Manuel Valls, mais qui parlait à son époque d'un apartheid social dans le pays. Ces mots très forts qui nous devraient nous amener à agir, notamment dans ce texte, pour casser ces ghettos sociaux. Cette dimension est totalement absente du texte, totalement absente. C'est un problème, car ce texte, il est d'abord inutile, mais vous l'assumez, dans la lutte contre le terrorisme. Amis concitoyens qui nous regardez, ne croyez pas que ce texte donnera un outil et un élément supplémentaire à notre police, à nos services de renseignement pour agir contre le terrorisme. Ça n'est pas le sujet à aborder. Ne croyez pas que ce texte permettra au dispositif dit Pharos de voir renforcer ces éléments pour lutter contre la haine en ligne. Ça n'est pas l'objet de ce texte. Mais surtout, le grand absent de ce texte, là où il y a, et je vais prendre votre mot, un séparatisme qui mine le fondement de ce qu'est la République, c'est le séparatisme scolaire. Il y a dans ce pays une grave menace qui pèse sur la République. Nos enfants ne vont plus dans les mêmes écoles selon le milieu social dont ils sont issus. Nous devons agir très vite contre cela. Jamais nos écoles n'ont été aussi inégalitaires. La population, notamment qui fréquente l'école privée, aujourd'hui, la part des populations les plus favorisées a doublé en 30 ans. Elle représente aujourd'hui le double des enfants qui fréquentent l'école publique. Et même au sein de l'école publique, vous le savez, entre mes collèges de Seine-Saint-Denis et un collège de région parisienne, ça n'est pas la même école. Il y a une concentration sociale dans certains quartiers des plus favorisés et une concentration des plus défavorisés dans les établissements. Nous devons agir au plus vite, car c'est là un séparatisme terrible. Les écoles privées sont financées depuis 1959 sur argent public. Ça coûte 12 milliards d'euros d'argent public pour financer ce séparatisme. C'est 20% des recettes de l'impôt sur le revenu qui servent à financer cette concurrence au service public. Y a-t-il un autre service public dont nous finançons la concurrence avec argent public? Existe-t-il par exemple quelqu'un qui, refusant de prendre le bus, dit « je prends le taxi », va se tourner vers l'argent public pour dire « remboursez-moi mon taxi ». C'est pourtant ce que nous faisons avec l'école. Nous finançons la concurrence. Il y a là un problème. Je ne sais pas ce que vous dites, monsieur le ministre, ça ne m'a pas l'air très intéressant avec ce que je suis en train de dire. Vous me parlez des taxis professionnels. Monsieur le ministre, je suis en train de vous dire, je vous écouterai plus tard, je suis en train de vous dire que le financement public de l'école privée pose aujourd'hui un problème. Je parle, Président, merci. Laissez-le... Non, mais je ne parlais pas de vous, monsieur Ce Corbet. séparatisme touche même nos élites. Écoutez-moi, collègues. Savez-vous qu'en 1950, parmi les étudiants qui étaient à HEC, à l'ENA, à l'ENS, ils étaient 30% à être issus des milieux défavorisés. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9%. Même les écoles de nos élites aujourd'hui sont la caisse de résonance d'une inégalité terrible. C'est contre ça qu'il faut agir. Comment faire? Redonner le goût de l'école publique, une école publique conquérante, garantir qu'en Seine-Saint-Denis, notamment lorsqu'un enseignant est absent, il est immédiatement remplacé, garantir qu'il y ait du soutien scolaire, garantir véritablement qu'il n'y ait plus de contournement abusif de la carte scolaire, garantir notamment que toutes les lois qui se sont succédées, loi Carle, loi Blanquer notamment, qui crée un effet d'aubaine pour l'école publique, soient abrogées. Savez-vous que la loi Blanquer, pour la scolarisation des enfants dès 13 ans, a eu pour effet d'aubaine de rapporter 100 millions d'euros d'argent public supplémentaire à l'école privée? Dans la commune où j'habite, à Bagnolet, la commune la plus pauvre de France, cela a exigé que la commune verse 150 000 euros supplémentaires à l'école privée. C'est scandaleux. Avec cet argent public, c'est des petits déjeuners dans l'école publique que nous aurions pu financer. Voilà ce que vous faites. Voilà vers quoi vous agissez. Nous devons mettre fin aux écoles hors contrat. Oui, mettre fin aux écoles hors contrat. Nous devons, vis-à-vis de l'instruction en famille, non pas aborder ce sujet en vérité dans ce texte qui n'a rien à faire là. Moi, je tiens à être loyal vis-à-vis des familles qui ont fait ce choix. Je privilégie l'école publique, mais je comprends la vexation des familles qui se trouvent en quelque sorte embarquées dans un texte qui a pour point de départ la lutte contre l'islamisme politique. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Alors que faire à l'heure où nous parlons? Au moins garantir le renforcement de nos contrôles, c'est ce que nous proposons. Au moins qu'il y ait 2 visites par an.
Savez-vous qu'à l'heure actuelle, c'est seulement 69% des familles qui ont une visite par an? Le ministre, tout à l'heure, de l'Éducation nationale s'inquiète que parfois l'instruction en famille soit le vecteur d'une radicalisation ou d'un obscurantisme, mais il ne donne pas les moyens à ce que chaque année, il y ait au moins un contrôle de l'Éducation nationale sur 30% de ses enfants. Ça veut dire 20 000 enfants qui ne voient personne pendant un an. Là-dessus, nous devrions agir. Ça n'est pas véritablement l'objet de ce texte. Nous devrions aussi abroger les déductions fiscales dont bénéficient les associations cultuelles. Nous n'avons pas à financer par argent public le culte. Ça n'était pas dans la loi de 1905. Savez-vous, selon l'économiste Thomas Piketty, c'est ainsi 200 millions d'euros d'argent public qui échappent à la recette, qui pourraient servir à financer une meilleure école publique. Nous proposons donc par un amendement d'abroger tout ça. Enfin, je vais être très clair aussi, il est temps de mettre fin au concordat d'Alsace-Moselle qui est une aberration anti-laïque. Oui, une aberration anti-laïque. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous m'avez répondu en commission, mais ça, monsieur Corbière, c'est l'histoire. Je dois dire qu'avec un tel argument, on ne fait rien, parce que l'histoire fait qu'il y a encore, jusque dans les années 70, les femmes devaient demander à leur mari le domicile ou pouvoir ouvrir un compte en banque. Il faut abroger 1905, collègues de droite, écoutez-moi. Mes chers collègues, vous laissez l'orateur s'exprimer. Oui, Monsieur Minot. Il faut abroger le concordat d'Alsace-Moselle. Cela coûte chaque année 60 millions d'euros d'argent public qui n'est même pas financé par les Alsaciens et les Mosellans. C'est la communauté nationale qui finance ce statut exceptionnel. Pourquoi là-bas devrions-nous financer les salaires des pasteurs, des curés, des rabbins, alors que par ailleurs ce privilège, nous ne l'accordons même pas à tous les cultes, en l'occurrence les musulmans? C'est un scandale. Et surtout, pour justifier le concordat d'Alsace-Moselle, vous justifiez les particularismes. Mais si vous l'acceptez pour certains, n'importe quel citoyen pourra venir dire « mais moi je ne m'applique pas à la laïcité parce que ce n'est pas mon histoire, pas ma culture ». Quand on est républicain, il y a une règle simple, la loi, la même pour tous, partout. Donc il est temps que cette exception, due à notre histoire douloureuse, mais qui date d'il y a plus d'un siècle, et aucun Alsacien parmi vous n'a vécu l'occupation allemande, du moins je le souhaite, ou alors il a passé l'âge d'être ici. Arrêtez avec ça, vous le savez très bien, ça n'est pas sérieux. De la même façon, le statut de Charles X en Guyane doit être abrogé et tout ce qui constitue des exceptions à la loi de 1905. Au passage, les modifications qui datent concernant la loi de 1905, du 25 décembre 1942, chacun aura reconnu la date, c'est-à-dire du maréchal Pétain et du système de Vichy, doit être abrogée. Savez-vous qu'actuellement la loi de 1905 n'est même plus celle adoptée par Aristide Briand, mais celle modifiée par le maréchal Pétain. Et notamment, cela permet à ce que certaines communes puissent financer encore plus la réparation de bâtiments cultuels. Moi, je n'y suis pas favorable. Je demande aussi, nous demandons par des amendements que les élus donnent l'exemple. Tous les collègues, si exigeants envers nos concitoyens qui sont ni élus ni fonctionnaires, devraient au moins avoir pour délicatesse de commencer par avoir un devoir d'exemplarité vis-à-vis de leur propre comportement. Je ne suis pas favorable à ce que des élus participent à des cérémonies religieuses. Oui, il est totalement incompréhensible que des élus participent à des cérémonies religieuses que rien ne justifie, ni la gravité d'un événement, ni le caractère exceptionnel. Oui, rien ne justifie qu'à Nice, des élus participent chaque année à la messe pour célébrer les vœux de Nice, parce qu'en 1832, la ville s'est dédiée à la Vierge pour éviter que le choléra frappe les villes. Monsieur Ciotti, qui n'est pas là, Monsieur Estrosi, n'ont rien à faire dans cette messe dont ils font publicité sur leur matériel municipal. De la même façon, Madame Ménard, à l'occasion du débat, et je l'en remercie pour sa franchise, m'a été choqué à l'idée que je trouvais absolument incroyable qu'à Béziers, ville qui m'est chère, le maire invite l'ensemble de ses habitants à une messe municipale appelée sur panneau Jean-Claude Decaux et financée par de l'argent municipal. Madame Ménard, à cette occasion, m'a répondu, je vous cite, madame, et je vous remercie pour votre cohérence, que les élus participent ou même organisent la messe. Quoi de plus normal, m'a dit madame Ménard. Vous avez cité la messe de la Feria, mais le maire de Béziers, monsieur Robert Ménard, a jugé bon de la proposer au plus grand nombre, chrétiens ou non chrétiens. Merci madame. Donc on a là-bas des messes municipales, avec les élus au premier rang, mais sans sectarisme. Tout le monde est bienvenu, y compris les musulmans. Est-ce tolérable en République laïque? Il faut que tout cela cesse. Voilà, mes chers collègues, il faut lutter contre le séparatisme des riches, celui qui nous coûte cher. C'est cela le sens de nos amendements. En finir
avec ceux qui échappent à l'impôt. Nous proposerons l'impôt universel. Nous proposions le rétablissement de l'ISF. Toute une série de mesures de justice sociale. Chers collègues, je vais conclure. Mais vous savez, la passion que mettent certains des collègues à perturber mon propos est à l'image d'un débat vivant qui doit avoir lieu et qui a lieu depuis un siècle. Franchement, chacun de vos cris est la confirmation que la position que je défends s'inscrit dans le temps et que votre position, elle aussi, est très ancienne. Il n'y a pas de laïcité apaisée. La laïcité a toujours été un rapport de force. Rien n'a été octroyé. Nous l'avons arraché, notamment aux églises qui ne voulaient pas lâcher. Et les églises avaient leurs défenseurs. Vous êtes là, ceux qui ont toujours considéré qu'il y a dans ce pays une religion officielle, une religion ancienne, qui a plus de droits que les autres. Je ne suis pas d'accord. Égalité de tous devant la loi. Donc plus vous criez, plus ça confirme que le combat que nous menons est d'actualité. Mais monsieur le ministre, votre texte ne se situe pas à ce niveau-là. Et c'est bien ça, sa faiblesse. Votre texte ne se situe pas dans la continuité de ceux qui veulent défendre 1905 et donner des droits nouveaux. C'est toute la faiblesse que je vois à ce texte. Non, vous affaiblissez 1905. Vous demandez à des associations cultuelles, pas toutes, de se réorganiser. Vous ne donnez pas les moyens véritablement à ce que le citoyen, notamment à travers l'école publique, va renforcer son émancipation, etc., etc. Je crois que ce qui monte dans le pays, ça n'est pas une grande volonté de séparation, mais une volonté de réparation des dégâts des politiques économiques qui ont été faits contre la République. Les amendements que nous allons défendre au cours du débat, nous le ferons avec loyauté et sincérité, comme nous l'avons fait à l'occasion des débats dans la commission spéciale. Ce sont des amendements qui se situent dans la grande continuité du combat laïque et républicain. Oui, c'est au nom du respect des principes républicains que nous défendrons nos 70 amendements. Oui, nous pensons que cela n'est pas rendre service à la République, comme l'a dit tout à l'heure le président Mélenchon, qu'en utilisant des mots qui nous sont chers, République, laïcité, on institue en quelque sorte une loi des suspects, une ère du soupçon vis-à-vis de certains de nos concitoyens, et notamment les citoyens de confession musulmane. Oui, faites attention, collègues, faites attention, et notamment à droite, à ce que les jours qui vont suivre ne soient pas un grand défoulement, où notamment les femmes, comme toujours, parce qu'elles portent le voile, devront être montrées du doigt et comme des possibles complices avec les assassins qui nous ont frappés. Faites attention à vos propos, parce que dans un pays qui n'a jamais été aussi tendu, oui, dans un pays qui n'a jamais été aussi dans un questionnement vis-à-vis de ce pourquoi et comment nous faisons nation, si c'est un discours de haine et de xénophobie qui l'emporte, alors vous rendrez un bien mauvais service à la République. Mais nous serons là pour notre part, pour défendre l'ensemble de nos concitoyens et dire que la République reste un combat. Merci.